C'est une guerre racontée depuis 3 ans au peuple russe. Opération spéciale, puis conflit existentiel. Récit inversé d'une agression de la Russie par l'OTAN. En venant ici, j'ai réalisé que toute l'Europe se bat contre nous. Le passé qui refait surface pour justifier une guerre du 21e siècle. Il y a un drone. Il y a une attaque. Vous pensez vraiment que les Ukrainiens vous pardonneront cette guerre? C'est à nous de leur pardonner. Depuis les zones frontalières de la Russie qui découvrent la guerre, jusqu'aux portes de la Sibérie. Nous avons parcouru ce pays-continent sur des milliers de kilomètres. Là, on se trouve dans un de ces villages vraiment aux confins de la Russie. La frontière avec le Kazakhstan est pas très loin. Interroger ceux qui partent au combat ou en reviennent. C'est trop tôt pour penser à ce que je ferai de cet argent, notamment. Il faut d'abord revenir, il faut d'abord survivre. Si tu vas au front en pensant à l'argent, tu meurs. Pour notre grande Russie, hurrah! Patriotisme sincère ou machinal. Que pensent réellement ces hommes, ces femmes de cette guerre présentée comme un mal inévitable? Notre reportage commence dans les profondeurs de la forêt. Ces soldats russes se déplacent sous le couvert des arbres, à l'abri relatif des drones kamikazes. Ici, il faut se dépêcher parce que c'est dangereux. Surtout cette partie, vous entendez? Le radar anti-drone est en train de sonner. Malgré le froid, moins 2 degrés, le sol n'a pas encore gelé. Et les véhicules s'embourbent. À travers la boue, les Russes se faufilent à moto ou en quad. Près de 3 ans après avoir lancé l'invasion de l'Ukraine, l'armée russe se bat aussi sur son propre sol, dans l'oblast de Koursk. Le front est juste devant nous. Il y a une attaque. Ce sont les nôtres qui préparent un assaut. Ces soldats font partie de la brigade Piatnachka, auparavant déployée dans le Donbass. L'été dernier, ces militaires et d'autres renforts ont été dépêchés dans cette région russe de Koursk pour bloquer l'incursion ukrainienne. Depuis le mois de septembre, Moscou conduit ici une contre-offensive laborieuse. Le terrain est repris village après village. Dans les maisons, il peut y avoir toutes sortes d'armes et d'explosifs. Donc faites très attention. On est dans une zone encore minée. Regardez, c'est ça la guerre. D'ici, nous sommes à moins de 3 km de la ville de Soudja, la plus grosse localité tenue par les Ukrainiens. En ce moment, on combat tout près d'ici, dans des localités à côté de ce village. Donc il y a souvent des drones dans cette zone. Dans cette région de Koursk, près de la moitié du territoire tenu par l'Ukraine a été reconquis par l'armée russe. Là, on est dans un village qui a été repris par les Russes il y a moins d'une semaine. Et les combats sont à 2-3 km. Et on va s'approcher d'une position russe, on va devoir couper la caméra là. Nous voici au fond d'une cave, quelques mètres carrés sous un village détruit, abri de fortune, où se réfugient les pilotes de drones.
Je dirais qu'ici, les combats sont de plus en plus intenses. À Koursk, la bataille est très active. De mon expérience, c'est plus intense que la bataille de Bakhmout. On craint surtout l'artillerie et les drones. Ces drones sont omniprésents sur le champ de bataille. La Russie et l'Ukraine en auraient assemblé plus d'1 million chacun en 2024. Sur le chemin retour, ce soldat veut nous montrer une tranchée prise aux Ukrainiens. Il y a un abri là-bas. Ce sont des abris? Venez. Non, c'est un abri. Il y a des mines? Oui, peut-être. Allez, on avance. Quelques minutes plus tard, résonne le bourdonnement d'un drone en approche. Il y a un drone. À coups de fusil de chasse, le dernier soldat de l'escorte abat un drone d'observation. Pas d'autre appareil en vue. Les fusils électromagnétiques, c'est pas très efficace. Mais ça marche toujours. Grâce au plomb qui se disperse, là, vous avez vu, on a pu faire tomber ce drone facilement. Arrivés devant le véhicule camouflé, nous entendons distinctement le bruit d'un second drone qui survole la forêt. Consigne, s'éloigner les uns des autres. Plusieurs minutes d'attente. Le radar ne détecte plus d'appareil. Alerte levée. Venez, on avance. On a tiré juste avant sur le drone éclaireur et ce second drone kamikaze ne devait pas être loin. Sur le champ de bataille, le long des routes, la menace des drones est omniprésente. La plupart des véhicules de l'armée sont désormais couverts de ces cages rudimentaires. Événement inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. La Russie subit la guerre sur son sol. L'été dernier, l'armée ukrainienne lance une offensive surprise et parvient à occuper près de 1000 km² ainsi que plusieurs villages russes. Moscou contre-attaque et reprend du terrain, mais depuis plusieurs mois, Kiev fortifie ses positions. Dans les environs de Koursk, ces recrues russes sont entraînées à prendre d'assaut une tranchée. Je répète, d'abord le commando utilise le lance-grenade. Ensuite, c'est à vous. Vous foncez tout droit. Et c'est tout. Pour cet exercice, des militaires professionnels sont mélangés aux volontaires qui ont signé un contrat. L'entraînement se fait à balles réelles. Déchargez vos armes. En face, les Ukrainiens ont très bien creusé leurs tranchées. C'est vraiment le point important. Ils sont très bien installés. Autour de la ville de Soudja, ils ont des défenses très puissantes. C'est pour ça qu'on a besoin de s'entraîner sur les tranchées. Nous sommes autorisés à filmer la suite de l'entraînement. Certains instructeurs ont autrefois combattu dans les rangs du groupe Wagner. La majorité des recrues est originaire de Koursk.
On a des chauffeurs, des enseignants, des mécaniciens. Il y a de toutes les professions. On a des très jeunes, il y en a un qui vient d'avoir 18 ans. Aucun d'entre eux ne s'attendait à cette attaque venue d'Ukraine. Nous, on n'a rien contre les Ukrainiens, et pour eux, je pense que c'est pareil. Le problème vient de leur pouvoir. Notre commandant en chef, Vladimir Poutine, a toujours dit qu'on ne luttait pas contre les Ukrainiens, mais contre le régime de Kiev qui a usurpé le pouvoir. Vous pensez vraiment que les Ukrainiens vous pardonneront cette guerre? C'est à nous de leur pardonner. Mais on a l'habitude, on sait pardonner. Ce sont eux qui s'en sont pris à nos citoyens civils. Par une inversion des rôles, tous sont convaincus que c'est leur pays, la Russie, qui subit une guerre d'agression pilotée par l'OTAN. Sentiment exacerbé depuis cet automne. Fin novembre, Washington a donné son feu vert à l'Ukraine pour utiliser des missiles américains de longue portée, les attaques MS. Deux ont déjà frappé un aérodrome militaire dans cette région de Koursk. À une trentaine de kilomètres du front, nous marquons un arrêt dans la ville de Rilsk, où se déploie une partie de l'armée russe. La moitié des 16 000 habitants s'est enfuie. Ceux qui sont encore là oscillent entre peur et résignation. La propriétaire de cette épicerie a fait le choix de rester et se décrit comme une vraie patriote. Bien sûr, on craint le danger. Nous avions l'habitude de vivre en paix. Avant la guerre, on était amis avec nos voisins. Des Ukrainiens passaient la frontière et venaient ici. Mais bon, maintenant que tout ça est arrivé, c'est comme ça. Nouvelle routine, nouveau décor fait d'uniformes et d'hommage à la patrie. Pour notre grande Russie, hurrah! Ce jour-là, c'est la très officielle journée des héros de la Russie. Une fête patriotique organisée par la mairie. Ça rassemble notre population. La situation est difficile dans notre zone frontalière, avec les combats qui se déroulent tout près. Les gens doivent comprendre que le peuple est uni, que le pays tout entier est uni. Tout à côté, hommage devant le monument dédié aux gardes-frontières à travers l'histoire. Du cosaque chargé de protéger les marches de l'Empire, jusqu'aux soldats actuels, défenseurs de la Fédération de Russie. Ce qui s'est passé le 6 août, avec l'incursion, nous rappelle qu'on vit sur une terre frontalière. Et c'est un endroit à part, là où commence notre grande Russie. C'est un endroit dangereux. Et je ne parle pas des troupes ukrainiennes. Nous voyons que c'est une intervention des troupes de l'OTAN sur notre terre. L'OTAN à l'assaut de la Russie. Depuis cet été, ce même message est martelé par les médias et les autorités auprès des habitants. Nos petits-fils et arrière-petits-fils meurent sur le front. C'est incroyable ce qu'il se passe. La guerre est tellement intense, j'ai l'impression que la bombe nucléaire pourrait même être utilisée. Imaginez les parents qui voient leur fils tué à la guerre. Sentiments mêlés entre patriotisme, colère et inquiétude, alors que la guerre devient plus intense. Plus de 150 000 Russes ont fui la zone frontalière pour se réfugier à Koursk, la capitale régionale. 450 000 habitants.
Dès notre arrivée, une sirène d'alerte au missile résonne dans le centre, sans provoquer de panique. Image d'une ville ordinaire, comme si de rien n'était, à quelques détails près. Là, nous sommes dans le centre-ville de Koursk. Il y a des dizaines de refuges en béton comme celui-ci, près des arrêts de bus. Et là, il est marqué « Ukrytie », ça veut dire « abri ». Et à l'intérieur, à l'entrée, regardez, vous avez même un guide en cas de blessure de guerre. Quelques mètres carrés de béton posés à même le sol, normalement complétés par une pharmacie de secours. Ça nous donne le sentiment d'être protégés. S'il y a une alerte, tu peux toujours te réfugier. Et une fois dedans, ça va. Ça semble solide. Tout ça est terrible, bien sûr. J'ai peur partout, ici. Quand je suis à la maison, c'est comme la loterie. 4 mois après l'incursion ukrainienne, Koursk peine à absorber l'afflux de réfugiés. La ville n'a pas assez d'emplois à offrir, ni de logements disponibles. Aujourd'hui encore, les hébergements d'urgence sont nécessaires. Là, on arrive dans la cité universitaire de Koursk. Vous voyez des étudiants, mais c'est aussi ici que sont hébergés des centaines de réfugiés. Arrivés en août, les déplacés cohabitent désormais avec les étudiants depuis la rentrée universitaire. Valentina et Natalia étaient voisines dans la ville de Soudja. On a pris nos pantoufles, nos papiers, et c'est tout. On n'a même pas eu le temps de prendre le char. Il n'y a pas eu de sirène d'alerte parce que l'électricité était coupée. Les chars ukrainiens sont entrés dans la ville. On les a vus passer. C'est le curé qui nous a récupérés et qui nous a évacués. On dormait tranquillement. On a entendu un grondement. On est sorti dans la rue. On a fait du thé. Nous étions une dizaine de voisins. On restait là, assis, à écouter les obus tomber. Et heureusement, tout ça passait au-dessus de nos têtes. Entre ces murs, tous ceux que nous rencontrons décrivent une évacuation chaotique. Comme Angelina, 21 ans, partie en catastrophe avec ses 2 enfants. On s'est enfuis chacun par ses propres moyens. Certains en bicyclette, d'autres en moto ou en voiture. Il n'y avait pas d'évacuation organisée. On ne pouvait pas rester là. C'était très effrayant pour nous et pour les enfants. On ne savait pas comment ça pouvait finir. Pour ces réfugiés, le provisoire s'installe dans la durée et le mécontentement grandit. Début novembre, une centaine de déplacés ont manifesté leur colère sur la place centrale de Koursk. Scène rarissime dans le pays. Le cauchemar des autorités locales qui redoutent la punition de Moscou. Certains protestataires n'hésitent d'ailleurs pas à s'adresser directement à Vladimir Poutine. Cher président de notre grand et puissant pays, Vladimir Vladimirovitch. Quelques jours après ce rassemblement, le gouverneur a annoncé l'introduction de certificats immobiliers pour offrir une compensation financière à ceux qui ont fui leur village et les combats. Les démarches sont effectuées à la banque. Ceux qui n'ont pas encore été appelés, restez de ce côté, s'il vous plaît. Plusieurs dizaines de milliers de demandes de certificats ont déjà été déposées et chaque jour, les établissements sont pleins à craquer. On demande les papiers, le passeport, le cadastre de la maison. Si on était sûr de revenir dans notre village dans 1 mois, on irait réparer notre maison. Mais on ne sait pas du tout combien de temps on va devoir attendre. Peut-être qu'on va attendre 5 ans, donc on préfère acheter une maison ici. Pour chaque dossier accepté, une indemnisation est débloquée pour reconstruire sa maison détruite ou acheter un logement dans une autre ville et refaire sa vie ailleurs, en Russie. Pensez-vous revenir chez vous? Jamais. Jamais je ne reviendrai là-bas. Est-ce que c'est trop dur pour vous?
Bien sûr que c'est dur. Il ne reste rien dans ma rue. Plus une maison. Rien. On pensait que ça allait durer quelques jours, peut-être même quelques heures. Après, on a été déplacé de ville en ville jusqu'à Koursk. Et maintenant, je suis dans la région de Voronej, à 200 km d'ici. Comme cet homme, des milliers de déplacés ont dû quitter Koursk et habitent parfois à plusieurs centaines de kilomètres, accueillis par un cousin, un frère. D'autres, beaucoup d'autres, pleurent un fils ou un mari parti au front, puis emporté par la guerre. Ce qui s'appelle toujours officiellement ici l'opération militaire spéciale. Koursk est devenu une terre cruciale pour le Kremlin. Cet oblast est le seul morceau de Russie partiellement occupé par l'armée ukrainienne. Mais une autre région frontalière s'est aussi transformée en zone de guerre. 150 km plus loin, dans la région de Belgorod, les routes qui mènent vers le sud sont hérissées de barrages. À 4 km de l'Ukraine, voici la ville russe de Chebekino, 40 000 habitants, bombardée et désertée depuis 1 an et demi. Alors, dans les écoles de cette région, la nouvelle formation aux armes, désormais obligatoire en Russie, prend un autre sens. Vous devez vérifier s'il y a une balle dans la chambre. Et ensuite vous relâchez. À l'aide d'une fausse Kalachnikov, cet ancien pilote de l'armée russe apprend aux collégiens et lycéens le fonctionnement d'un fusil automatique. Je pense que les armes en général, et la Kalachnikov surtout, c'est dangereux. C'est pour ça que c'est important d'apprendre les règles à suivre, pour que tout se passe bien. Dieu nous en garde. Si la guerre commence ici, les garçons comme nous qui savent comment fonctionne une arme pourront s'en servir. Au total, 140 heures de cours pendant l'année seront dédiées à cette nouvelle matière. Cette initiation militaire ne vient pas de nulle part. Ce cours qui a été remis au goût du jour était, vous allez le voir, enseigné du temps de l'Union soviétique. À la fin des années 60 en URSS, toutes les filles et garçons apprennent à l'école à tirer avec des fusils de petit calibre ou à démonter, remonter une Kalachnikov. Premier secours, parade et même jeux militaires. En pleine guerre froide, Moscou veut alors conditionner la jeunesse en vue d'un affrontement avec l'Amérique. Et ce patriotisme refait surface aujourd'hui. Dans cette école près de Belgorod, nous sommes conviés à cette nouvelle cérémonie, levée du drapeau et hymne national. Depuis 1 an, toutes les écoles de Russie font de même chaque lundi. Décision de Vladimir Poutine en personne. Nous sommes à 25 km de la frontière ukrainienne. Lointaine dans le reste de la Russie, la guerre est ici plus proche pour ses enfants. Une guerre désormais enseignée au lycée, en cours d'histoire. Depuis la rentrée de septembre, toutes les classes travaillent avec ces nouveaux manuels rédigés sous la direction d'un proche de Vladimir Poutine. Un livre pour enseigner la version du Kremlin. L'opération spéciale est dans le programme, là, à la fin. On parle du contexte des années 2020. Écrit par le pouvoir, ce récit vise à légitimer l'invasion de l'Ukraine auprès des Russes. Dans les terres frontalières comme ici, 1 personne sur 2 a de la famille en Ukraine. Nos relations sont compliquées, voire totalement rompues. Maintenant, on ne voit pas quel avenir nous aurons ensemble. Ce tour de vis dans l'éducation russe a suivi le déclenchement de la guerre. Le souhait du Kremlin, former une jeunesse patriote, prête au combat et détournée de l'Occident. Comme si le destin de la Russie était d'être perpétuellement assiégé par les Européens et les Américains. Un récit officiel appuyé par les médias et même par des expositions de trophées. Exemple le plus frappant à Moscou, au Parc de la Victoire, c'est son nom. Noirci par l'explosion, les chenilles brisées,
Ce char américain Abrams gît en plein cœur de la capitale. Là, ce sont nos missiles anti-chars qui ont frappé juste ici. Des milliers de moscovites viennent en famille pour voir l'armement occidental capturé par l'armée russe en Ukraine. Certains véhicules sont calcinés, d'autres quasiment intacts, comme ce blindé de reconnaissance français. Sur chaque prise de guerre, des drapeaux sont collés pour rappeler l'origine du matériel. Ce char Léopard allemand, par exemple. La guerre continue, et je veux que mon fils voie et apprenne quel pays est bon et quel pays est mauvais. Ça nous a beaucoup impressionnés. Tous ces blindés venus du monde entier, et de voir que nos guerriers les ont écrasés. La guerre, longtemps tenue à distance des moscovites, est soudain très proche. On regarde ça, le souffle coupé. J'imagine quelle énergie et combien de vies nos militaires ont dû donner pour ça. Je suis très inquiète pour eux. Exposer des blindés capturés, c'est une manière très soviétique de faire de la propagande. Les autorités russes aujourd'hui tentent un parallèle avec une autre exposition qui s'est tenue ici à Moscou en 1943. Dans Moscou, en pleine Seconde Guerre mondiale, Staline fait exposer les panzers allemands capturés par l'armée rouge. L'Union soviétique est alors engagée dans un combat à mort avec l'Allemagne nazie. Avec cette exposition, les autorités font aujourd'hui un parallèle hasardeux entre les deux guerres pour présenter encore une fois la Russie comme le pays agressé. Quand tu es sur le front, tu ne comprends pas combien d'ennemis attaquent. Mais en venant ici, j'ai réalisé que toute l'Europe se bat contre nous. En Russie, le souvenir de la Seconde Guerre mondiale est souvent convoqué pour souder la population. Deux objectifs, réduire un peu plus le risque de contestation et favoriser le recrutement. Poursuivons dans les profondeurs de Moscou, jusqu'à 70 mètres sous terre. 7 millions de voyageurs chaque jour. Voici le dernier endroit investi par l'armée russe pour chercher des recrues. Bon, là, nous sommes dans le métro moscovite. On va remonter à la surface et vous allez voir, les affiches du recrutement de l'armée sont omniprésentes. Dans les couloirs, ces panneaux et d'éphémères bureaux d'information. Même au moment d'acheter son ticket de métro, sur toutes les bornes, cette publicité pour s'enrôler sous les drapeaux. Et c'est la même chose à la surface. Pour convaincre ceux qui hésitent, Vladimir Poutine a doublé le salaire et la mairie de Moscou ajoute une prime. Au total, un nouvel engagé se voit promettre au minimum pour un an l'équivalent de 52 000 €. Plus de 6 fois le salaire moyen en Russie. C'est bien, mais ce n'est pas une somme incroyable compte tenu du danger. Vous pouvez me proposer n'importe quelle somme, moi je n'irai à aucun prix. 5 millions pour signer un contrat? Je pense que je n'irai pas, mais j'ai mes raisons. Vous accepteriez que votre fils signe un contrat? Bien sûr, il faut défendre la patrie. Et le salaire qu'on vous donne dans l'armée, on ne le trouve pas ailleurs. Ces jeunes citadins qui refusent de s'engager sont désormais visés dans les dernières publicités de l'armée russe. Из чего же сделаны наши мужчины? Из татушек и проколотых ушек? Из иллюзий и банановых смузи? En creux, la propagande proclame: soyez de vrais hommes. Из чего сделан ты? Присоединяйся к тем. Mais à Moscou, la guerre semble lointaine. Nous avons donc pris le train pour aller dans le pays profond. Là où le pouvoir prépare depuis des années ces nouvelles générations de patriotes. Premier arrêt dans la région de Kazan, République du Tatarstan, la porte de l'Asie. Dans ces campagnes, les jeunes grandissent en entendant que leur patrie est menacée. Exemple dans ce village,
Bilyarsk, 2000 habitants, où un club militaro-patriotique accepte notre caméra. Et voici notre guide, Alexander Tchogourov. Citation de Vladimir Poutine inscrite sur le dos de son t-shirt. Traduction, si le combat est inévitable, frappe le premier. Chaque pouvoir nous est envoyé par Dieu. Notre président a une telle aura, un tel charisme, même à travers un écran de télévision, il donne de l'espoir pour l'avenir de la Russie. Le sens de la vie, ce n'est pas seulement la guerre. Les simples citoyens ne veulent pas de la guerre, vous savez, mais on doit être prêt. La poudre du canon doit être sèche et prête pour faire feu. Comme partout en Russie, ce club mélange activités sportives pour les enfants et entraînement beaucoup plus sérieux. Le ton est plus martial. Je crois que les drones sont très utiles à la guerre. Ils sont essentiels pour remporter de grandes victoires. Moi, je m'entraîne depuis 4 ans et ça me plaît beaucoup. La visite continue et pour notre arrivée, petit comité d'accueil. Nous sommes l'armée de la jeunesse. Notre détachement est heureux de vous accueillir. Le club héberge une section de Younarmia, le mouvement de jeunesse fondé par l'ancien ministre de la Défense, Sergueï Shoigu. À travers la Russie, près d'1,5 million d'enfants et adolescents y sont inscrits. Chez eux, il n'y a personne pour les garder. Leurs parents leur confient aussi leurs petits frères, leurs petites sœurs. Donc on a tous les âges ici. À l'intérieur, pour les plus petits, c'est atelier dessin ou rédaction de lettres pour les soldats déployés en Ukraine. Les enfants leur souhaitent un retour à la maison le plus vite possible. Et surtout de rester en bonne santé. C'est le plus important. Nos enfants sont des patriotes. Ils croient en nos soldats et ils veulent les soutenir, les aider dans la mesure de leurs moyens. Tout à côté, fabrication de filets de camouflage expédiés sur le front. Quant aux plus grands, ils sont déjà rompus à la manipulation d'une arme. Je pense que chaque homme devrait savoir défendre sa patrie. Pour moi, Younarmia, c'est comme une formation militaire de base. Ici, on nous enseigne le démontage d'une Kalachnikov. On a des exercices, de l'entraînement, on apprend à marcher au pas, on apprend la discipline. Dans la dernière salle qui nous est présentée, ce musée retrace l'histoire de la Russie à travers les conflits. Ces objets ont été exhumés par les adolescents pendant une campagne de fouilles. De la Première Guerre mondiale à aujourd'hui, génération après génération, ce village de Bilyarsk donne des hommes à l'armée. Voici nos gars. Ce sont eux qui ont combattu en Tchétchénie ou en Ukraine. Ils sont tous passés par le club. Et là, malheureusement, ce sont nos gars qui sont morts. Dans la cour repose ce blindé de l'ère soviétique, un monument comme il en existe des centaines dans le pays. Entre culte de la patrie, obéissance à Moscou, primes généreuses, à travers la Russie, 1000 hommes en moyenne s'engageraient volontairement dans l'armée chaque jour. Nous poursuivons notre route toujours plus à l'est, dans les monts Oural, l'entrée de la Sibérie. Nous voici à 1500 km de la capitale, en Bachkirie, une république où vit une minorité nationale, les Bachkirs, un peuple turcique. Là, on se trouve dans un de ces villages vraiment aux confins de la Russie. La frontière avec le Kazakhstan est pas très loin. Et c'est assez étonnant, mais vous avez beaucoup d'hommes qui continuent de se balader habillés en treillis. Ce sont des anciens combattants, il y en a beaucoup ici.
Nous avons rendez-vous dans un gymnase où viennent s'entraîner de jeunes Bachkirs. Eux ont entre 20 et 24 ans et souhaitent s'engager. Pas seulement pour l'argent, disent-ils. Aucune illusion sur les dangers de la guerre. Ce n'est pas le salaire qui m'a convaincu, c'est le patriotisme. L'argent, c'est un bonus. En général, les gens l'utilisent pour acheter la maison, la voiture ou pour l'éducation des enfants. C'est une très belle somme. Mais je pense que la vie vaut beaucoup plus que ça. C'est trop tôt pour penser à ce que je ferai de cet argent. Il faut d'abord revenir. Il faut d'abord survivre. Sortir de là-bas. Et alors seulement on peut y penser. Entre patriotisme et résignation. Les primes de l'armée sont ici un peu plus faibles qu'à Moscou, mais restent considérables. Dans ces villages, les jeunes à la recherche de meilleurs salaires vont d'habitude à l'usine sidérurgique de Magnitogorsk, dans la région voisine. Un combinat métallurgique bâti sous l'ère soviétique. Ici, un ouvrier spécialisé peut espérer toucher l'équivalent de 700 € par mois. L'armée propose quasiment 6 fois plus. Parmi les travailleurs ce matin, Azat. Il revient du front en Ukraine où il a été blessé, mais compte y retourner. C'est difficile le travail à l'usine, mais c'est quand même beaucoup plus facile qu'à la guerre. Je vais re-signer avec l'armée. La patrie, il faut la protéger. Je trouve que la solde est bonne, mais ce n'est pas suffisant pour se soigner en rentrant. Ces hommes qui s'engagent sont eux aussi convaincus que leur pays est attaqué. Paroles répétées en ville, comme à la campagne. Un an plus tôt, dans cette région de l'Oural, nous avions rencontré l'un de ces milliers d'ex-militaires tentés de retourner au front. J'ai pas eu trop de choix pour trouver un travail. J'ai été blessé 2 fois en Ukraine. Je suis content d'avoir été pris ici. Vassili était volontaire dans le Donbass avant de travailler dans cette ferme. Lui aussi s'est approprié le discours du Kremlin, le récit d'un pays encerclé et assiégé. C'est une situation terrible. Moi, je me bats pour éviter que l'ennemi arrive chez nous. Je dis merci à notre président Vladimir Poutine pour son aide. Mais on part pas pour les médailles ou les primes. On se bat pour protéger notre Russie. Ces ouvriers, sortis de leur usine ou exploitation agricole, font ainsi des allers-retours entre le travail et le front. Un contrat de 6 mois, 1 an en Ukraine, puis un retour à la vie civile. Lors de notre tournage, nous avions rendez-vous dans cet atelier avec Dimitri, 35 ans, revenu du front en décembre 2022. Ici, je gagne 500 € par mois. Le salaire là-bas, c'est 2000 €. J'ai jamais gagné autant de ma vie. On part pas pour ça, on se bat pour défendre la patrie. Mais l'argent, on en a toujours besoin. On a tous des familles, des enfants, des crédits à rembourser. La vie civile sans se séparer de son treillis. Et comme projet, repartir quelques mois à la guerre. En plus du salaire de l'armée, la famille bénéficie d'aides sociales. On vous offre la crèche, les vacances gratuites, les expositions, la cantine à l'école. C'est bien, mais c'est pas pour l'argent que tu risques ta vie. Les gens partent pour d'autres raisons. L'argent, question à la fois centrale et taboue. Comme s'il évoquait diminuer le sacrifice de ces volontaires. Toujours dans cette Russie profonde, un ancien combattant du groupe Wagner accepte de nous rencontrer. La milice privée accusée d'exaction en Ukraine par l'Union européenne a été dissoute il y a 1 an, après avoir défié le Kremlin via une mutinerie. Mais cet homme, Vladimir, dit aussi vouloir repartir sur le front par patriotisme. Et chez lui, tout est déjà prêt. Mes camarades m'ont donné un coup de main pour trouver un bon équipement. Ça, c'est un excellent gilet pare-balles. Les plaques sont très solides.
Les primes de l'armée, dit-il, ne seraient pas si intéressantes, car finalement dépensées sur le front pour s'acheter de l'équipement de qualité. Quand le premier salaire va tomber, on peut te demander de le sacrifier. Le commandant dit « Les gars, il faut acheter ça et ça ». Alors on récolte l'argent et on le dépose dans une caisse commune. Si on a besoin de quelque chose, même des chaussettes, on achète pour tout le monde. Pareil, s'il faut acheter du carburant ou un bon système anti-drone. Si tu vas au front en pensant à l'argent, tu meurs. Si tu es motivé uniquement par l'argent, c'est que tu n'es pas un combattant. Et tu ne peux pas survivre là-bas. Ça veut dire que tu n'es pas un vrai guerrier. Grâce à la vente d'hydrocarbures, l'État va continuer de déverser cet argent pour recruter. En juillet dernier, la Banque mondiale a même placé la Russie dans les pays à revenus élevés. D'après les autorités, près de 430 000 volontaires ont signé un contrat en 2024. Vladimir Poutine a récemment approuvé un décret pour augmenter encore les effectifs. Objectif, 1 500 000 hommes pour devenir en nombre de soldats la deuxième armée du monde. Voilà pour cette plongée absolument inédite dans la Russie de Poutine, ce grand documentaire, ce grand reportage signé Jérôme Garraud. Vous êtes notre correspondant, TF1, LCI, ce sont des images qui sont proprement extraordinaires et que vous pouvez évidemment voir et revoir véritablement sans modération sur toutes nos plateformes LCI, YouTube et puis également sur vos téléphones, vos ordinateurs TF1+. Il y a cette application qui vous permet de revoir ces grands reportages signés de la rédaction de TF1 LCI et puis véritablement ces images exceptionnelles que vous nous ramenez d'une Russie dont on pense ou dont on croit qu'elle est interdite, mais vous y travaillez, Jérôme, au jour le jour. C'est ce qui est très paradoxal avec la Russie, c'est que c'est très compliqué de s'y rendre. À l'intérieur de ce pays, vous êtes avec un État qui ne tolère aucune opposition politique, artistique, médiatique. Il n'y a plus de médias russes indépendants. Mais paradoxalement, quand vous faites partie de la presse étrangère, vous avez un petit peu plus quand même d'espace. Et on a de l'espace pour travailler. Donc là, on peut faire déjà ces tournages. Dans mes sujets ou dans mes directs, tout au long de l'année, j'utilise les mots guerre, par exemple, invasion, des mots qui sont interdits pourtant. Oui, c'est ça. En Russie, on parle d'opération militaire spéciale, mais vous, à l'antenne, on vous entend sur TF1, on vous entend sur LCI, vous dites, donc la guerre, elle se poursuit sur le front de Koursk notamment. Oui. Vous avez de la latitude tout de même. Alors là-dessus, on a de la latitude. Il y a quand même des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir, même pour la presse étrangère. Et ça, c'est... il ne faut pas parler des morts dans l'armée russe. Ça, c'est la ligne rouge absolue. Tout le reste est un petit peu dans le gris. Alors, il y a une question, justement, je voudrais rebondir sur la fin de votre documentaire. Encore une fois, je pèse mes mots, c'est exceptionnel. Le récit, les images que vous ramenez, mais le récit, cette manière de raconter cette Russie qu'on découvre véritablement et qu'on ne connaît pas si bien que cela à vous écouter, à vous regarder. Vous posez cette question un peu taboue peut-être de l'argent. Combien ça coûte d'aller au front quand on est un soldat russe ? Alors, quand on part au front maintenant, quand on signe un contrat d'1 an, c'est l'équivalent de 52 000 €. Ça fait à peu près 6 fois le salaire moyen. Et c'est vrai que c'est très compliqué de parler de ça avec les Russes. On a interrogé des dizaines de personnes. Vous avez toujours la première réponse. Je fais ça pour la patrie, l'argent ça compte pas, c'est pas si intéressant. Et quand vous asticotez un petit peu les personnes que vous interviewez, ils finissent toujours par vous dire évidemment on a besoin d'argent, j'ai jamais autant gagné dans ma vie, parce que ça aussi c'est une réalité. Alors je voudrais qu'on revienne et qu'on aborde ensemble les risques que vous courez pour nous ramener de telles images, parce que vous êtes donc dans la région de Koursk, région qui a été envahie par les forces ukrainiennes l'été dernier. Les combats s'y déroulent encore et vous les documentez au plus près, ces combats. D'abord sur la notion de danger. Combien de temps vous passez sur une zone de guerre telle que celle que vous documentez ? Combien de temps on y reste ? Qui vous avez le temps d'interroger ? On entend des drones, ça tire. Racontez-nous. Là, en l'occurrence, quand on arrive sur place, on se dit qu'on va rester 20 minutes, 30 minutes maximum. On a dû rester une demi-heure en tout. Et déjà, en une demi-heure, vous voyez, on a quand même 2 drones qui passent. Donc ça en dit long sur l'intensité des combats dans cette région. Ça, c'est la terreur des soldats. Moi, ce qui m'a surpris quand je suis descendu du véhicule, c'est que tout le monde est habillé avec un treillis militaire vert. Il n'y a pas de tenue hiver, vous n'avez pas une tenue blanche. Donc on est à la queue leu-leu, il ne faut pas donc rien qui permet de se camoufler, quoi. C'est ce que vous voulez dire. On sort de la forêt, on sort des bois, vous êtes à découvert.
Donc tout est blanc autour de vous, et il y a 5 points qui marchent dans une ville en ruine. Donc ça, forcément, pour un opérateur de drone, j'imagine que c'est très facilement repérable. Non, ce qui est surprenant aussi, c'est quand on arrive, on voit au début le fusil de chasse. Moi, j'avais pas compris que c'était pour les drones. Donc je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour nous impressionner. Oui, parce qu'on voit effectivement un soldat qui tire au fusil de chasse sur un drone. Voilà, ça on l'a compris après, de fait. Donc non, c'est évidemment de ce côté ukrainien, les journalistes qui couvrent la guerre à un moment donné, pour montrer ça, sont obligés de se mettre en danger. Mais déjà, pour arriver jusque-là, côté russe, c'est plus de 2 mois de travail. Donc on va y venir sur la question des accès, mais juste une petite question sur le danger, parce que c'est vraiment caractéristique dans votre reportage. Bon, en gros, on vous dit attention où vous mettez les pieds, parce qu'il y a des mines partout. Oui, et puis l'instant d'après, il y a des drones en fait, qui survolent la zone et on vous demande de courir. Vous avez peur à ce moment-là? Vous vous dites, qu'est-ce qui se passe dans votre tête de reporter? Franchement, vous réfléchissez pas beaucoup dans ces cas-là. Quand vous entendez juste le bourdonnement d'un drone, tout de suite vous avez les images qu'on a vues, toutes les images amateurs avec les soldats qui sont tués comme ça. Vous avez juste vraiment le sang qui se retire de votre visage, de vos mains, et vous courez le plus vite possible, quoi. Et vous ne pensez même plus aux mines dont on a parlé 5 minutes avant. Ça vous y pensez pas du tout, hein. C'est ce qui est très impressionnant et ce qui dit à quel point, encore une fois, ces images, elles ont une valeur qui est quand même exceptionnelle. C'est-à-dire que vous ne pensez plus au danger que vous courez, mais pourtant, vous continuez à faire votre métier, à ramener ces images. Et on en parlait hors antenne tout à l'heure pendant votre documentaire. C'est vrai que vous y passez une demi-heure, mais ces soldats, en fait, ils y sont à l'année dans ce contexte miné et ce contexte de drone. Et vous me disiez, c'est première guerre mondialisée avec des téléphones et des drones. Oui, à plein d'égards. Quand on tourne dans les tranchées, dans le Donbass, par exemple, ça fait penser à la Première Guerre mondiale. Avec cette menace invisible des drones, on ajoute les mines. Il y a beaucoup d'ennemis invisibles pour les soldats et ça fait partie aussi des deux côtés, hein, l'espèce de tension nerveuse qu'ils ont en permanence. Comment est-ce qu'ils l'envisagent, ces soldats à qui vous tendez votre micro, cette guerre? Ils la voient comment? Comme une agression ukrainienne, une agression de l'OTAN, une catastrophe naturelle? Alors, il y a un passage qui m'a frappé, une interview qui m'a frappé, c'est le soldat qui nous dit « Moi, j'ai rien contre les Ukrainiens, je suis sûr qu'on va bien s'entendre ». Mais c'est pas exceptionnel d'entendre ça sur le front. J'avais tourné dans les tranchées dans le Donbass cette fois, et il y avait des militaires russes qui me disaient « En face, on sait que ce sont des pères de famille, des frères, des fils, mais on sera tous amis après ». Et c'est pour ça qu'on leur pose cette question. Est-ce que vous vous rendez compte que cette guerre a été choisie par la Russie? Parce que quand on vous en parle, c'est au mieux une calamité, comme une catastrophe naturelle qui nous est tombée dessus, au pire, un conflit déclenché par l'OTAN pour envahir la Russie. Mais toujours avec cette dimension proprement humaine, trop humaine, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on combat des pères de famille qui pourraient être nos amis. C'est exceptionnel d'entendre ces choses-là. Oui, surtout quand vous vous trouvez à Koursk, ils sont un petit peu gênés quelque part parce que tout le monde a de la famille de l'autre côté de la frontière. Bien sûr. Et avant, c'est une frontière qui se traversait facilement et quasiment tout le monde a un cousin, un oncle de l'autre côté. Et comment est-ce que vous interprétez que justement, compte tenu de ce qui vous est dit, lorsque vous tendez le micro, ces soldats continuent finalement à aller se battre, puisqu'ils se battent contre leurs amis, ou potentiellement ce qui pourrait être leurs amis, les pères de famille? Il y a quelque chose qui est assez intéressant en Russie, qui est assez difficile à cerner. Il y a une espèce de nationalisme, de patriotisme, je dirais, performatif, un peu théâtral, de façade, qu'on va vous donner à chaque fois. Et je pense que c'est même la première raison pour laquelle les gens s'engagent avec l'argent. Et dès que vous les interrogez, pareil, que vous les asticotez un peu, on va un petit peu plus loin, finalement, parfois, ces soldats ne sont pas trop capables de dire vraiment pourquoi on va se battre dans le Donbass, au-delà de cette guerre provoquée par l'OTAN, etc. Et on vous répond, on comprend un peu le sens de vos questions, ou alors on les évacue systématiquement avec des réponses un peu toutes faites ou du prêt à l'emploi? Comment ça se passe? Oui, en général, ça finit toujours comme ça. Ça finit toujours par être évacué avec des réponses toutes faites qu'on a déjà entendues à la télévision, et voilà, et on doit passer à autre chose. Alors, vous le disiez, c'est hyper important, et je vais rebondir sur vos propos, c'est 2 ans de travail, 3 ans de travail. Il y a la question du danger qu'on a abordé, parce qu'on voit, en termes grivois, ça fait boum, ça tire, il y a du danger, on est sous le feu et il faut encore une fois avoir un cran exceptionnel pour ramener ces images, mais il faut des accès, il faut du travail. Comment ça se passe de travailler en Russie quand on est le correspondant de TF1 LCI? Comment est-ce qu'on fait pour accéder à une telle ligne de front? Alors très concrètement, parce que c'est extrêmement dur, Koursk, mais pour cette séquence, le groupe de militaires qu'on suit, c'est donc on le dit au début, une brigade internationale, Piatnachka,
qui se bat dans le Donbass. On avait pu les filmer dans une tranchée à l'automne 2022. C'était un peu à l'époque où le dispositif russe était en train de trembler sur ses fondations partout en Ukraine. Et là, on était à 200 mètres des tranchées ukrainiennes avec eux. Donc, on les avait déjà vus il y a un certain temps, on avait tourné avec eux. Bon. Et bien, malgré ça, il nous a fallu 2-3 mois de négociations quand j'ai appris qu'ils étaient déployés à Koursk pour qu'ils acceptent de nous emmener sur place. Parce que ça se fait sans accréditation militaire. D'accord. Là, vous arrivez avec eux et vous faites un peu votre vie. Et ensuite, je tiens à le préciser parce que c'est important, vous n'avez pas quelqu'un par-dessus votre épaule pendant votre montage pour vous dire ce que vous devez écrire. Quand vous êtes sur place, on va vous dire ne filmez pas cette antenne, ne montrez pas l'entrée de notre cache pour des raisons de sécurité, mais comme le feraient les autres armées. Mais une fois qu'on est sur place, de toute manière, ils savent bien qu'on ne montrera pas notre commentaire et le fond de notre sujet. Mais parce qu'on aurait tendance à penser qu'en effet, une fois que vous êtes sur le terrain et que vous ramenez ce type d'image, il y a quelqu'un, au moins après coup, qui regarde ce que vous avez tourné, de la manière dont vous racontez les choses. Alors après coup, ça c'est certain que tout est regardé. Tout est regardé par quelqu'un au ministère des Affaires étrangères. Avant diffusion ? Non, après diffusion. Après diffusion. Après diffusion, c'est sûr que TF1 et LCI sont regardés et tout est noté. Mais avant, jamais. Mais en effet, de toute façon, dans la plupart des pays qui sont en guerre, il y a toujours ce qu'on appelle une censure militaire et vos images sont regardées, vous pouvez être soumis aux foudres de la censure militaire. Alors ce qui est très intéressant dans votre reportage, c'est qu'en fait, vous opérez dans votre récit dans une forme de glissement, une plongée véritablement dans ce qu'est la Russie. On a vu ces zones de combat. Et puis on voit également cette manière dont on raconte ce grand récit national, cette Russie éternelle, à des enfants. Vous avez tenu à les filmer, l'éducation, la manière dont on enseigne ce qu'est la Russie et dont la guerre se déroule aux enfants. Dites-nous pourquoi, Jérôme. C'est un thème qu'on a régulièrement traité là, depuis 3 ans en Russie, l'éducation, parce que je pense que ça nous donne quand même des indices sur la direction que prend le pays pour les années à venir. Et on a un peu trop, je pense... par confort intellectuel, on s'est un peu trop dit, surtout au début de la guerre, quand Poutine partira, tout ça va changer. C'est pas certain du tout. Vous avez un conditionnement de la jeunesse qui a démarré avant la guerre. Là, on voit sur ces images, c'était en rouge, Younarmia, ça a été fondé en 2016. Donc, quand même, bien avant la guerre. Oui, ça préexiste. Voilà, il y a eu une reprise en main de l'éducation beaucoup plus ferme depuis le 2022, mais c'est un mouvement qui a démarré avant. Et ça nous en dit long, voilà, sur des générations de patriotes. C'est toujours dur de savoir ce qui marche pas. Au début, par exemple, les cérémonies patriotiques avec le lever du drapeau, ça fonctionnait pas du tout. Ça, je le savais de parents d'élèves, où vous aviez des élèves qui arrivaient en retard, qui ne venaient pas à cette cérémonie, ça embêtait tout le monde. Donc là, quand on est arrivé, bon, évidemment... Mais d'ailleurs, il y a un moment qui est assez exceptionnel dans votre documentaire, c'était que vous faites un parallèle historique entre la manière dont on défile, la manière dont on marche, et puis il y a ce fondu enchaîné avec des images d'aujourd'hui, de 2025, où on fonctionne exactement de la même manière. Donc il y a une perpétuation, encore une fois, de ce narratif et de ce récit. Oui, dans les images, c'est pour ça qu'on aime bien travailler avec les archives. Là, les archives soviétiques, c'est qu'on voit la manière dont défilaient les enfants... sous l'Union soviétique, et aujourd'hui, comme on reprend le même pas, le même balancement des bras, donc voilà, il y a un logiciel qui n'est pas du tout mort. J'ai une dernière question, Jérôme Garraud. Oui. Il nous reste à peine quelques instants. En quelques mots, vous êtes correspondant de TF1 LCI, donc à Moscou. Vous êtes français. Comment est-ce qu'on est perçu quand on est français en Russie ? Alors autant les autorités sont souvent agressives dans leurs discours, dans les médias. Le ministère des Affaires étrangères parfois va avoir des mots assez offensants à l'endroit de la France ou d'Emmanuel Macron. Autant les Russes, la population russe, elle a toujours gardé une tendresse pour les Français. Moi, ça m'arrive de terminer un direct pour LCI, de voir des passants s'arrêter parce qu'ils ont entendu parler français, ils attendent la fin du direct pour venir me dire 2-3 mots, me serrer la main. Mais voilà, on m'a déjà payé au restaurant un dessert en entendant que j'étais français. Et à la fin, on vous offre le dessert au restaurant. Voilà, donc il y a cette tendresse qui est quand même restée pour la population. Mais c'est intéressant à comprendre. Merci infiniment pour ce regard, cette plongée inédite dans la Russie de Vladimir Poutine. C'est à retrouver sur votre application TF1+, et sur la chaîne YouTube de LCI. Restez avec nous. Tout de suite, Darius Rojma.